Non, sur l'honneur, m'écriai-je en lançant à 20 pas le malencontreux volume. C'était cependant un petit livre d'Elzévir, relié par pas de loup. Non, je n'userai pas mon intelligence et ma mémoire à ces détestables sornettes. Non, continuai-je, en appuyant solidement mes pantoufles contre mes chenets, comme pour prendre acte de ma volonté. Il ne sera pas dit qu'un homme de sens ait vieilli sur les sottes gazettes de ce Padouan, crédule, bavard et menteur, tant que les domaines de l'imagination et du sentiment lui étaient encore ouverts. Là-dessus je m'arrêtai, parce que cette invocation menaçait de devenir longue. L'histoire positive, repris-je gravement, l'expression d'une aveugle partialité, le roman consacré d'un parti vainqueur, une fable classique devenue si indifférente à tout le monde que personne ne prend plus la peine de la contredire. Et qui m'assure aujourd'hui, par exemple, qu'il y a plus de vérité dans Mézeray que dans les contes naïfs du bon Perrault, et dans l'histoire byzantine que dans les 1001 nuits. L'histoire et les historiens. Malédiction sur elle et sur eux. Je prends Urgente à témoin que je trouve 1000 fois plus de crédibilité aux illusions des lunatiques. Les lunatiques, interrompit Daniel Cameron, que j'avais oublié derrière mon fauteuil, où il attendait debout, dans une attitude patiente et respectueuse, le moment de me passer ma redingote. Les lunatiques, monsieur? Il y en a une superbe maison à Glasgow. J'en ai entendu parler, dis-je en me retournant du côté de mon valet de chambre écossais. Quelle espèce d'homme est-ce là? Je n'oserais le dire précisément à monsieur, répondit Daniel en baissant les yeux, avec un embarras qui laissait deviner cependant je ne sais quelle arrière-pensée sournoise et malicieuse. Les lunatiques sont des hommes qu'on appelle ainsi, je suppose, parce qu'ils s'occupent aussi peu des affaires de notre monde que s'ils descendaient de la Lune, et qui ne parlent au contraire que de choses qui n'ont jamais pu se passer nulle part, si ce n'est à la Lune, peut-être. Il y a de la finesse et presque de la profondeur dans cette idée, Daniel. Les lunatiques dont tu parles occuperaient, selon moi, le degré le plus élevé de l'échelle qui sépare notre planète de son satellite. Et comme ils communiquent nécessairement de ce degré avec les intelligences d'un monde qui ne nous est pas connu, il est assez naturel que nous ne les entendions point, et il est absurde d'en conclure que leurs idées manquent de sens et de lucidité, parce qu'elles appartiennent à un ordre de sensations et des raisonnements qui est tout à fait inaccessible à notre éducation et à nos habitudes. Je crois que nous ne pouvions trouver mieux comme introduction à une série d'émissions consacrées aux plus beaux textes fantastiques choisis dans les littératures de nombreux pays que cette défense des domaines de l'imagination et du sentiment par le français Charles Nodier. L'auteur de La Fée aux miettes s'insurge contre la dictature du rationnel et de la preuve scientifique. En même temps, il situe, assez précisément, le moment d'irruption du fabuleux dans la sensibilité générale, et nous nous étonnons que les arguments employés soient datés des 1830, car ils demeurent en 1974 d'une actualité surprenante. Nodier écrit encore. L'apparition des fables recommence au moment où finit l'empire de ces vérités réelles ou convenues qui prêtent un reste d'âme au mécanisme usé de la civilisation. Voilà ce qui a rendu le fantastique si populaire en France depuis quelques années, et ce qui en fait la seule littérature essentielle de l'âge de décadence ou de transition où nous sommes parvenus. Si l'esprit humain ne se complaisait encore dans de vives et de brillantes chimères, quand il a touché à nu toutes les repoussantes réalités du monde vrai, cette époque de désabusement serait en proie au plus violent désespoir, et la société offrirait la révélation effrayante d'un besoin unanime de dissolution et de suicide. Il ne faut donc pas tant crier contre le romantique et contre le fantastique. Ces innovations prétendues sont l'expression inévitable des périodes extrêmes de la vie des nations. Et sans elles, je sais à peine ce qui nous resterait aujourd'hui de l'instinct moral et intellectuel de l'humanité. Marcel Schneider, qui est à l'heure actuelle en France non seulement un de nos meilleurs écrivains du fantastique, mais aussi le connaisseur le plus averti du genre, estime avec moi qu'il n'y a pas un mot à changer au texte de Nodier. Nous sommes toujours, dit-il, en plein romantisme. Comme le cours de l'histoire s'est accéléré et qu'il se manifeste dans le monde entier, les conséquences de la révolution et du progrès technique se font sentir plus durement et partout. Le recours au fantastique est plus nécessaire que jamais. Marcel Schneider nous accompagnera souvent et longtemps dans notre recherche à travers les richesses d'une littérature que nous explorons à notre habitude, sans souci chronologique, avec l'arbitraire du goût personnel pour les affinités ou les contrastes. Schneider ne cache pas que les amateurs de fantastique comptent pas mal d'ennemis. C'est bien là autre chose qu'un divertissement décadent, écrit-il, un jeu d'intellectuel oisif, un moyen d'évasion,
pour citer les accusations les plus fréquentes dont on croit accabler les écrivains fantastiques. Reconnaissons qu'ils font presque l'unanimité contre eux. Les esprits forts se rappellent avoir appris à l'école qu'un et un font deux. Les chrétiens les suspectent d'avoir partie liée avec le diable, les progressistes leur reprochent de ne pas se soucier d'engagement politique, et les demi-lettrés de posséder une forme et un style, ce qui exige un effort de lecture. Presque l'unanimité. Que reste-t-il? Les curieux, les inquiets, les fervents, les non-conformistes, les avides, tous ceux qui s'écartent du troupeau pour chercher quelque chose. Il conviendrait à présent d'être éclairé sur l'évolution du mot fantastique depuis la Renaissance. Ronsard et Mathurin-Régnier l'ont employé pour qualifier un créateur quand il se nourrit de chimères. Tu seras du vulgaire appelé frénétique, insensé, furieux, farouche, fantastique, dit la muse à Ronsard. Et Mathurin-Régnier, parlant d'un poète, il avait le cerveau fantastique et rétif. À l'époque romantique, le dictionnaire de l'Académie définit le genre particulier des contes fantastiques en ces termes. Contes où il est beaucoup question de revenants, de fantômes, d'esprits. Selon M. Castex, cette expression pour nous si courante aurait été choisie pour traduire au plus près le titre d'un recueil d'Hoffmann, Fantasiestücke. Dans ce cas, pourquoi fantastique plutôt que fantaisie? Parce que, dit Marcel Schneider, en français, fantaisie évoque le charme, le caprice, le badinage, bien plus que la faculté de se créer des illusions, au point que la fantaisie de l'imagination n'est plus sentie comme pléonasme. Il n'empêche que le mot est tellement dégradé que nous disons alcool de fantaisie quand il est additionné de sucre et trafiqué, que les militaires portent une tenue de fantaisie, que nous demandons au boulanger un pain de fantaisie. Il fallait bien trouver un équivalent à Fantasiestücke, conte fantaisiste et conte de fantaisie étant exclus. Fantastique se prêta à l'opération par son ambiguïté même. Il fit fortune, il devint le mot clé de l'esprit moderne. Et puisque ce mot-clé, et nous le devons à l'origine à Hoffmann, c'est par ce maître conteur que nous inaugurerons nos promenades en pays fantastique. La légende s'est emparée du personnage d'Hoffmann, et elle lui a fabriqué une biographie fantastique, bien différente de son existence réelle. Déjà, 8 ans après sa mort, Walter Scott le présentait comme un fou furieux, un bouffon indécent, un immoral extravagant que la bonne société se devait de bannir. D'autres ont fait de lui le type du bohème, de l'ivrogne inspiré, du suppôt de Satan. Nos écrivains romantiques dépeignent sa vie orageuse et tourmentée. Comme son œuvre réunit un nombre impressionnant de démons, on veut qu'il soit mort fou et qu'il ait donné naissance à une littérature malsaine, morbide, honnie des gens convenables. En réalité, après une enfance compassée, il fait une carrière de magistrat dans l'État prussien. Il la commence en 1696 dans la petite ville de Glogau, la poursuit à Berlin, puis en Pologne. Il ne doit ces années vagabondes qu'à la défaite de la Prusse et à l'établissement du régime napoléonien. L'incertitude matérielle l'oblige alors à exercer 1000 métiers. Il connaît la gêne, la misère parfois, mais toujours il fait front. Chef d'orchestre, professeur de piano, compositeur, journaliste, traducteur, décorateur machiniste, caricaturiste, peintre en fresque, chantre d'église. Il s'associe enfin avec l'acteur Holbein pour diriger le théâtre de Bamberg. De 1808 à 1813, ce seront les plus séduisantes années de sa vie. La restauration de l'État prussien lui fait reprendre du service. Il rentre comme surnuméraire dans les bureaux de Berlin en 1815. Au début de l'année suivante, il est nommé conseiller à la cour d'appel. On le loue pour sa conscience et son exactitude dans ses fonctions. Une affection de la colonne vertébrale le torture de longs mois avant de provoquer sa mort en 1822. Comment cette image de magistrat rassis s'accorde-t-elle avec la réputation de bohème compromettant que lui ont fabriqué des confrères envieux? La pluralité de ses dons lui a fait du tort. Au lieu d'admirer un génie si divers, on a préféré voir en lui un touche-à-tout des arts, comme on le fit ensuite pour Wagner. Et il est vrai que Wagner ambitionnait autant les lauriers d'écrivain que ceux du musicien, et il a obtenu la double couronne. Hoffmann, lui, n'a été heureux qu'au moment où il dirigeait la musique du théâtre de Bamberg, où il conduisait les opéras de son cher Mozart, où lui-même en composait un Ondine, espérant par lui passer à la postérité. La postérité n'a glorifié que ses contes, le condamnant à une renommée de littérateur à laquelle il ne prétendait pas. C'est un peu en réparation de cette injustice du sort, injustice enviable, il est vrai, que mon choix s'est fixé sur une des nouvelles musicales d'Hoffmann, Don Juan.
Certes, elle est fantastique, mais d'un fantastique comme épuré de l'attirail habituel qui a fait la fortune de ses contes les plus célèbres. Rien ni personne n'y grimace. Seul l'envoûtement y règne, exercé par la musique. Et Hoffmann nous y révèle un don supplémentaire, celui d'analyste psychologique et musical. Le Don Juan de Mozart, étudié, approfondi par Hoffmann jusqu'à l'hallucination, est un régal qu'il faut savourer entre connaisseurs, entre frères de cette loge inventée par Hoffmann pour ses amis, celle des frères Sérapion. Un bruit assourdissant, le cri répété « Le théâtre commence » me tirèrent du doux sommeil dans lequel j'étais tombé. Les basses murmuraient de concert, un coup de timbale, un accord de trompette, un ut échappé lentement d'un hautbois, les violons qui s'accordent. Je me frotte les yeux. Le diable se serait-il joué de moi dans mon enivrement? Non, je me trouve dans la chambre de l'hôtel où je suis descendu hier, à demi rompu. Précisément au-dessus de mon nez pend le cordon rouge de la sonnette. Je le tire avec violence. Un garçon paraît, mais, au nom du ciel, que signifie cette musique confuse si près de moi? Va-t-on donner un concert dans la maison? Votre Excellence... J'avais bu du vin de champagne à la table d'hôte. Votre Excellence ne sait peut-être pas que cet hôtel touche au théâtre. Cette porte tapissée conduit à un petit corridor, d'où l'on entre dans la loge numéro 23. C'est la loge des étrangers. Comment, la loge des étrangers? Et oui, une petite loge qui ne contient que 2 personnes, 3 au plus. Elle est réservée aux gens de distinction, tout proche du théâtre, grillés et tapissés de verre. S'il plaisait à votre Excellence, on donne aujourd'hui Don Juan, du célèbre Mozart. Le prix de la place est d'1 écu et de 8 gros. Nous le mettrons sur le compte. Il prononça ces derniers mots en ouvrant déjà la porte de la loge, tant au seul nom de Don Juan, je m'étais empressé de me précipiter dans le corridor par la porte tapissée. La salle était vaste, décorée avec goût et éclairée d'une façon brillante. Les loges et le parterre étaient chargés de monde. Les premiers accords de l'ouverture me convainquirent que l'orchestre était excellent. Et si les chanteurs le secondaient quelque peu, je devais m'attendre à toutes les jouissances que promettait le chef-d'œuvre. Dans l'andante, l'effroi du terrible et souterrain regno al pianto s'empara de moi. L'horreur pénétra dans mon âme. La joyeuse fanfare placée à la 7e mesure de l'allegro résonna comme les cris de plaisir d'un criminel. Je crus voir des démons menaçants sortir de la nuit profonde, puis des figures animées par la gaieté danser avec ivresse sur la mince surface d'un abîme sans fond. Le conflit de la nature humaine avec les puissances inconnues qui la circonviennent pour la détruire, s'offrit clairement à mon esprit. Enfin, la tempête s'apaisa et le rideau fut levé. Gelé et malcontent sous son manteau, Leporello s'avance vers le pavillon par la nuit noire et commence « Notte e giorno fatigar ». Ainsi de l'italien, me dis-je. Ah, che piacere! Je vais donc entendre tous les airs, tous les récitatifs tels que le grand maître les a reçus dans son esprit et tels qu'il nous les a transmis. Don Juan se précipite sur la scène et, derrière lui, Donna Anna, retenant le coupable par son manteau. Quel aspect! Elle aurait pu être plus légère, plus élancée, plus majestueuse dans sa démarche, mais quelle tête! Des yeux d'où s'échappent, comme d'un point électrique, l'amour, la haine, la colère, le désespoir. Des cheveux dont les anneaux flottants volent sur le cou d'un cygne, ce blanc négligé qui recouvre et trahit à la fois les charmes qu'on ne vit jamais sans danger. Encore soulevé par l'émotion, son sein s'abaisse et s'élève violemment. Et quelle voix! Écoutez-la chanter, non sperasse non muncidi. À travers le tumulte des instruments s'échappe comme par éclair les accents infernaux. En vain, Don Juan cherche à se débarrasser. Le veut-il donc? Pourquoi ne repousse-t-il pas d'une main puissante cette faible femme? Pourquoi ne prend-il pas la fuite? Le crime qu'il vient de commettre a-t-il brisé ses forces? Ou le combat que se livre en lui, l'amour et la haine, lui ravit-il son courage? Le vieux père a payé de sa vie la folie qu'il a commise, de combattre dans la nuit ce terrible adversaire. Don Juan et Leporello s'avancent ensemble sur le devant de la scène. Don Juan se débarrasse de son manteau et reste en costume de satin rouge richement brodé.
une noble et vigoureuse stature. Son visage est mâle, ses yeux perçants, ses lèvres mollement arrondies. Le singulier jeu des muscles de son front lui donne une expression diabolique qui excite une légère terreur sans affaiblir la beauté de ses traits. On dirait qu'il peut exercer la magie de la fascination. Il semble que les femmes, dès qu'elles ont subi son regard, ne puissent plus s'en détacher et soient contraintes d'accomplir elles-mêmes leur perdition. Long et fluet, couvert d'une veste rayée de rouge et de blanc, d'un petit manteau gris, d'un chapeau blanc à plumes rouges, Leporello arpente le plancher. Les traits de son visage offrent un singulier mélange de bonhomie, de finesse, d'ironie et de jovialité. On voit que le vieux coquin mérite d'être le serviteur et le complice de Don Juan. Ils ont heureusement escaladé le mur, ils ont pris la fuite. Des flambeaux. Doña Anna et Don Ottavio paraissent. Un petit homme paré, maniéré, léché, de 21 ans au plus. Comme fiancé d'Anna, il demeure sans doute dans la maison pour qu'on ait pu l'appeler si promptement. Il a entendu le bruit tout d'abord, et il aurait pu accourir et peut-être sauver le père. Mais il fallait auparavant qu'il se parât, et le beau jeune homme craint peut-être la froideur de la nuit. Il y a plus que du désespoir sur cet effroyable attentat dans les accents de ce duo et de ce récitatif. La maigre Doña Elvira, portant encore les traces d'une grande beauté, mais d'une beauté flétrie, vient se plaindre du traître Don Juan, et le compatissant Leporello remarquait fort ingénieusement qu'elle parlait comme un livre, lorsque je crus entendre quelqu'un derrière moi. On pouvait facilement avoir ouvert la porte de la loge et s'être placé dans le fond. Cela me chagrina singulièrement. Je m'étais trouvé si heureux d'être seul dans cette loge, de pouvoir entendre sans être troublé le divin chef-d'œuvre si bien représenté, de me laisser saisir par toutes les impressions qu'il porte et de m'abandonner à moi-même. Un seul mot, un mot absurde, m'eût douloureusement arraché à mon enthousiasme. Je résolus de ne faire aucune attention à mon voisin et, tout à donner à la représentation, d'éviter chaque mot, chaque regard. La tête appuyée sur ma main, tournant le dos à mon compagnon, je dirigeais mes yeux vers la scène. Tout y répondait à l'excellence du début. Déjà, depuis longtemps, je croyais entendre derrière moi une haleine fraîche et voluptueuse, et comme le frôlement d'une robe de soie, je soupçonnais la présence d'un être féminin, mais entièrement plongé dans le monde poétique que m'ouvrait l'harmonie, je ne me laissais pas distraire de mes rêves. Quand le rideau se fut abaissé, je me retournai. Non, il n'est pas de parole pour exprimer mon étonnement. Doña Anna, entièrement habillée comme je l'avais vue sur le théâtre, se trouvait là et dirigeait sur moi son regard plein d'âme et d'expression. Je restai sans voix, la contemplant d'un œil effaré. Sa bouche, à ce qu'il me sembla du moins, forma un sourire ironique et léger dans lequel je crus voir se réfléchir ma figure stupide. Je sentis la nécessité de lui parler, et cependant la surprise, je dirais presque l'effroi, appesantissait ma langue et la rendait immobile. Enfin, ces mots s'échappèrent involontairement. « Comment se fait-il, madame, que je vous vois ici ?» Elle me répondit dans le plus pur toscan que si je ne comprenais pas l'italien, elle se verrait privée du plaisir de causer avec moi, car elle n'entendait et ne parlait que cette langue. Ces mots étaient pleins de douceur et résonnaient comme du chant. En parlant, l'expression de ses yeux d'un bleu foncé prenait plus de force, et chaque regard qui s'en échappait faisait battre toutes mes artères. C'était Doña Anna, sans nul doute. Et il ne me vint pas à la pensée de discuter la possibilité de sa double présence dans la salle et sur la scène. Avec quel plaisir je rapporterais ici l'entretien qui eut lieu entre la signora et moi. Mais, en traduisant, chaque mot me semble trop raide ou trop pâle, chaque phrase trop alourdie pour rendre la grâce et la légèreté de l'idiome toscan. Tandis qu'elle parlait de Don Juan et de son rôle, il me semblait que tous les trésors secrets de ce chef-d'œuvre s'ouvraient à moi et que je pénétrais pour la première fois dans un monde étranger. Elle me dit que la musique était sa vie entière, et que souvent elle croyait comprendre en chantant maintes choses qui gisaient ignorées en son cœur. Oui, je comprends tout, alors, dit-elle, l'œil étincelant et la voix animée. Mais tout reste froid et mort autour de moi.
Et lorsqu'au lieu de me sentir, de me deviner, on m'applaudit pour une roulade difficile ou pour une fioritura agréable, il me semble qu'une main de fer vienne comprimer mon cœur. Mais vous me comprenez, car je sais que l'empire de l'imagination et du merveilleux, où se trouvent les sensations célestes, vous est ouvert aussi. Quoi, femme divine, vous connaissez... Elle sourit et prononça mon nom. La clochette du théâtre retentit. Une pâleur rapide décolora le visage dépouillé de fard de Doña Anna. Elle porta sa main à son cœur comme si elle eût éprouvé une douleur subite et, disant d'une voix éteinte... Pauvre Anna, voici tes moments les plus terribles. Elle disparut de la loge. Le premier acte m'avait ravi. Mais, après ce merveilleux incident, la musique opéra sur moi un effet bien autrement puissant. C'était comme l'accomplissement longtemps attendu de mes plus doux rêves, comme la réalisation des pressentiments les plus secrets. Dans la scène de Doña Anna, je me sentis soulevé par une voluptueuse atmosphère qui me balançait légèrement. Mes yeux se fermaient malgré moi, et j'éprouvais comme la sensation d'un baiser sur mes lèvres. Mais ce baiser avait toute la ténuité et la durée du son le plus harmonieux. Le final, Già la mensa è preparata, s'exécute avec la gaieté la plus désordonnée. Don Juan était assis et coquetait entre les deux jeunes filles, faisant sauter les bouchons de champagne les uns après les autres, et donnant libre issue aux esprits impétueux qui frémissaient sous leurs joues. C'était une chambre peu profonde, terminée par une haute fenêtre gothique, à travers laquelle on apercevait la nuit. Déjà, tandis qu'Elvire rappelait à l'infidèle tous ses serments, on voyait les éclairs traverser le ciel et on entendait l'approche sourde de l'orage. Enfin, on frappa violemment. Elvire. Les jeunes filles s'enfuirent et, au milieu des accords effroyables des esprits infernaux, s'avança le colosse de pierre, auprès duquel Don Juan semblait un pygmée. Le sol tremblait sous les pas tonnants du géant. Don Juan prononce à travers la tempête, le tonnerre et les affreux hurlements des démons son terrible « non ». Et l'heure de l'anéantissement est arrivée. La statue disparaît. Une épaisse vapeur remplit la salle. Elle se dissipe et laisse voir des figures effroyables. Don Juan se démène au milieu des tourments de l'enfer et on ne l'aperçoit plus que de temps en temps parmi les démons. Une explosion effrayante a lieu tout à coup. Don Juan, les démons ont disparu. On ignore comment. Leporello est étendu sans mouvement dans le coin de la salle. Que de bien fait l'apparition des autres personnages qui cherchent inutilement Don Juan. Il semble qu'on vienne d'échapper à la puissance des divinités infernales. Doña Anna apparut alors. Qu'elle était changée. Une pâleur mortelle couvrait son visage. Son œil était éteint, sa voix tremblante et inégale. Dans le petit duo avec le doux fiancé qui veut faire la noce aussitôt que le ciel l'a affranchi du dangereux métier de vengeur, elle ne fut que plus ravissante. Le cœur avait consommé l'œuvre par une franche exécution, et je courus, dans la disposition la plus exaltée où je me fusse jamais trouvé, me renfermer dans ma chambre. On ne tarda pas à m'appeler pour souper à la table d'hôte, et je m'y rendis machinalement. La société était nombreuse, et la représentation de Don Juan fut le sujet de la conversation. On vanta généralement les Italiens et le prestige de leur jeu, mais de petites observations sarcastiques jetées çà et là me prouvèrent qu'aucun des assistants ne soupçonnait même l'intention profonde de l'opéra des opéras. Don Ottavio avait beaucoup plu, Doña Anna s'était montrée trop passionnée, on devait, disait quelqu'un, se modérer sur la scène pour éviter de frapper trop vivement. Ce quelqu'un-là prit une prise de tabac et approuva grandement son voisin, qui assura que l'italienne était au reste une très belle femme, mais trop peu soigneuse de sa toilette, car dans la grande scène, sa coiffure s'était dérangée et avait nui à l'air de son visage. Un autre se mit à fredonner l'air Fin can dal vino, et une dame remarqua que Don Juan était trop sombre, et qu'il ne savait pas se donner un air évaporé. Au reste, on vanta beaucoup l'explosion de la faim. Là, de tout ce bavardage,
je m'enfuis dans ma chambre. Je me sentais à l'étroit. J'étouffais dans cette triste chambre d'auberge. Vers minuit, je crus entendre un bruit près de la porte tapissée qui m'empêche de visiter encore une fois le lieu de cette singulière aventure. Peut-être la reverrai-je encore. Il m'est facile d'y porter cette petite table, 2 bougies, ce pupitre. J'y cours. Le garçon vient m'apporter le punch que j'avais demandé. Il trouve ma chambre vide, la petite porte ouverte. Il me suit dans ma loge et me lance un regard équivoque. À ce signe que je lui fais, il pose le bol sur la table et s'éloigne, tout en se retournant encore vers moi, une question sur les lèvres. J'appuie mes 2 coudes sur le bord de la loge et je contemple la salle déserte, dont l'architecture magiquement éclairée par mes 2 lumières se projette bizarrement en reflets merveilleux. Le vent qui pénètre à travers les portes entr'ouvertes agite le rideau. S'il se levait, si Doña Anna venait encore m'apparaître. « Doña Anna !» m'écriai-je. Involontairement, mon cri se perdit dans l'espace vide, mais il réveilla les esprits des instruments de l'orchestre. Il en sortit un accent faible et singulier, comme s'ils eussent murmuré ce nom chéri. Je ne pus me défendre d'une terreur secrète, mais qui n'était pas dépourvue de charme. Maintenant, je suis plus maître de mes sensations, et je me sens en état, mon cher Théodore, de t'indiquer ce que j'ai cru saisir dans l'admirable composition de ce divin maître. Le poète seul comprend le poète. Les âmes qui ont reçu la consécration dans le temple devinent seuls ce qui reste ignoré des profanes. Si l'on considère le poème de Don Juan sans y chercher une pensée plus profonde, si l'on ne s'attache qu'à la fable qui en est le sujet, on doit à peine comprendre que Mozart ait pensé et composé sur ce motif une semblable musique. Un bon vivant qui aime outre mesure le vin et les filles, qui invite follement à sa table la statue de pierre d'un vieil homme qu'il a tué en défendant sa propre vie, en vérité, il n'y a pas là beaucoup de poésie, et il faut en convenir, un tel homme ne vaut guère la peine que prennent les puissances infernales de monter sur la terre pour venir se l'approprier. Il ne mérite pas qu'une statue prenne une âme et descende tout exprès de son cheval de marbre dans le dessein de l'avertir de la colère du ciel. Enfin, que la foudre gronde et qu'elle éclate en sa faveur. Tu peux me croire, Théodore, la nature pourvue Don Juan, comme le plus cher de ses enfants, de tout ce qui élève l'homme au-dessus de la foule commune, condamnée à souffrir et à travailler. Elle lui prodigua tous les dons qui rapprochent l'humanité de l'essence divine. Elle le destina à briller, à vaincre, à dominer. Elle anima d'une organisation magnifique ce corps vigoureux et accompli. Elle fit tomber dans cette poitrine une étincelle de ce feu qui réchauffe les idées célestes. Il eut une âme profonde, une intelligence vive et rapide. Mais c'est une suite effroyable de notre origine que l'ennemi de notre race ait conservé la puissance de consumer l'homme par l'homme lui-même, en lui donnant le désir de l'infini, la soif de ce qu'il ne peut atteindre. Ce conflit du Dieu et du démon, c'est la lutte de la vie morale et de la vie matérielle. Les désirs qu'enfantait la puissante organisation de Don Juan l'enivrèrent, et une ardeur incessamment entretenue fit bouillonner son sang, et le porta sans cesse vers les plaisirs sensuels, avec l'espoir d'y trouver une satisfaction qu'il chercha en vain. Il n'est rien sur la terre qui élève plus l'homme dans sa plus intime pensée que l'amour. C'est l'amour dont l'influence immense et mystérieuse éclaire notre cœur, et y porte à la fois le bonheur et la confusion. Peut-on s'étonner que Don Juan ait espéré d'apaiser par l'amour les désirs qui déchirent son sein, et que là, le démon ait tendu son piège? C'est lui qui inspira à Don Juan la pensée que, par l'amour, par la jouissance des femmes, on peut déjà accomplir sur la terre les promesses célestes que nous portons écrites au fond de notre âme, désirs infinis qui nous apparentent dès notre premier jour avec le ciel.
volant sans relâche de beauté en beauté, jouissant de leur charme jusqu'à satiété, jusqu'à l'ivresse la plus accablante, se croyant sans cesse trompé dans son choix, espérant atteindre l'idéal qu'il poursuivait, Don Juan se trouva enfin écrasé par les plaisirs de la vie réelle, et, méprisant surtout les hommes, il dut surtout s'irriter contre ces fantômes de volupté qu'il avait si longtemps regardés comme le bien suprême, et qu'il avait si amèrement trompé. Chaque fois qu'il enlevait une fiancée chérie, qu'il troublait le repos d'une famille unie, c'était un triomphe remporté sur la nature et sur son Dieu. L'enlèvement d'Anna, avec les circonstances qui l'accompagnent, est la plus haute victoire de ce genre à laquelle il puisse prétendre. Doña Anna est placée en opposition à Don Juan, par les hautes perfections qu'elle a également reçues. Comme à Don Juan, la beauté du corps et de l'âme lui a été départie, mais elle a conservé la pureté idéale, et l'enfer ne peut la perdre que sur la terre. Dès que ce mal est accompli, la vengeance doit arriver. Doña Anna était faite pour être l'idéal de Don Juan, pour l'arracher à ce désespoir qui lui inspire des ardeurs si funestes. Mais il l'a vu trop tard, et il ne peut accomplir que la pensée diabolique de la perdre. Elle n'est pas sauvée, elle succombe. Car lorsque Don Juan apparaît au début de l'action, l'attentat est consommé. Le feu de l'enfer qui brûle en son âme a rendu toute résistance inutile. Lui seul, lui, Don Juan, pouvait exciter en elle ce voluptueux égarement qui l'a mise dans ses bras. Après sa chute, toutes les suites funestes de sa faute s'accomplissent à la fois. La mort de son père, tué par la main de Don Juan, son mariage avec le froid, l'ordinaire et l'efféminé Don Ottavio, qu'elle croyait aimer autrefois. L'amour même qui la dévore, qui a brûlé son sein dès le moment où elle s'est livrée, tout lui fait sentir que la perte de Don Juan peut seule lui rendre le repos, mais que ce repos sera la mort pour elle. Aussi, elle excite sans cesse son fiancé glacial à la vengeance. Elle poursuit elle-même le traître, et elle ne recouvre un peu de calme qu'après l'avoir vu en proie aux vengeances éternelles. Seulement, elle ne veut pas céder à ce fiancé si avide de noces. Lascia, o caro, un anno ancora allo sfogo del Carmio. Mais elle ne survivra pas à cette année. Don Ottavio ne verra jamais dans ses bras celle qui a été marquée de l'empreinte brûlante de la passion de Don Juan. Avec quelle vivacité je ressentis toutes ces impressions pendant les accords du premier récitatif et le récit de l'attaque nocturne. La scène même de Doña Anna dans le second acte, Crudele, qui, considéré superficiellement, semble n'avoir trait qu'à Don Ottavio, à des accords secrets qui expriment tous les troubles de son âme. Car, que penser de ces mots, jetés peut-être sans dessein par le poète, « Forse un giorno il cielo ancor sentira, pietà di me ». 2 heures sonnent. Une commotion électrique me saisit. Je sens les douces vapeurs des parfums italiens qui me firent pressentir hier la présence de ma voisine. Un sentiment indéfinissable, que je ne pourrais exprimer que par le chant, s'empare de moi. Le vent s'engouffre avec plus de bruit dans la salle. Les cordes du piano de l'orchestre frémissent. Ciel! Il me semble entendre, comme dans le lointain, porté sur les sons ailés d'un orchestre vaporeux, la voix d'Anna qui chante « Non mi dir bel idol mio ». Ouvre-toi, royaume éloigné et inconnu, patrie des âmes. Paradis plein de charme, où une douleur céleste et indicible remplit mieux qu'une joie infinie toutes les espérances semées sur la terre. Laisse-moi pénétrer dans le cercle de tes ravissantes apparitions. Puissent les rêves qui tantôt m'inspirent l'effroi et tantôt se changent en messagers de bonheur, tandis que le sommeil retient mon corps sous des liens de plomb, délivrer mon esprit et le conduire aux plaines éthérées. Il est bien fatal que nous ne puissions entendre de sitôt un opéra bien exécuté.
Mais cela vient de cette maudite exagération. Oui, oui, je l'ai dit assez souvent. Le rôle de Donna Anna lui fait toujours mal. Hier, elle était comme possédée. On dit que pendant tout l'entracte, elle est restée évanouie. Et après la scène du second acte, elle a eu des attaques de nerfs. Oh, contez-moi donc cela. Oui, sans doute des attaques de nerfs, et de si terribles qu'on n'a pas pu l'emporter du théâtre. Au nom du ciel, ces attaques sont-elles dangereuses? Reverrons-nous bientôt la signora? Difficilement, car la signora est morte cette nuit au coup de 2 heures.